C'est toute bonne chose a une fin. Ma grande gueule m'a sauvé la vie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'on aurait des chérubins? N'oublie jamais qui tu es, puis crois en toi. Bonjour à tous, je suis Luc et bienvenue chez Coco. C'est une joie pour moi de vous retrouver sur la chaîne Cœur & Co. Comme vous le savez maintenant, chaque semaine, j'ai l'immense privilège de recevoir dans mon émission des personnalités au parcours de vie exceptionnel et hautement inspirant, de par la vision, le vécu, la qualité d'être et la mission parfois incroyable qu'ils ont accepté de relever pour nous. Cette semaine, on prend la direction de l'étoile polaire à la rencontre d'une chanteuse de lumière, d'un ange redescendu pour nous sur Terre. Dernière fille de 7 lutins, c'est dans la Blanche-Neige qu'elle débuta comme chérubin. Prise et soumise par un apparent roi lion, c'est avec le loup qu'elle se retrouva en prison. Ambassadrice du parfait diapason, elle chante la vie, enchante son Lévi et nous promet à tous que la vie demain sera rose, tout simplement avec Nathalie comme virtuose. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Nathalie Simard. Bienvenue Nathalie. Wow! Mais quelle présentation! Que c'est beau et touchant. Merci, mon cher Luc. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous. Immense plaisir aussi pour moi. Je suis ravi de t'accueillir, Nathalie. T'es pour moi la petite protégée d'un Québec qui a su tant t'aimer. Ton prénom d'ailleurs résonne pour tous ceux qui j'ai pu parler là, qui m'ont dit mais c'est nos heures douces d'enfance enchantée. Dieu sait à quel point ta vie a été bien remplie d'ailleurs. Et alors fidèle à la tradition de mon émission Coco, je te propose de retracer en quelques mots ce que ton parcours lui il a de beau. Alors t'es né sur l'île d'Orléans dans une maison au toit bleu. Tu es la dernière d'une famille de 7 enfants et la seule à être née sur l'île. Tu iras à l'école Feu Follet et ta maîtresse s'appellera Ghislaine Simard, étrange coïncidence. Même si ta famille a très peu d'argent, tu passeras une enfance heureuse jouant dans la neige en hiver et t'amusant avec toutes sortes d'animaux bizarres comme des crapauds et des couleuvres. Sûrement d'ailleurs les premiers signes de ta grande passion pour la fête d'Halloween. Dans la famille, tout le monde chante. Ton frère René, c'est le premier à être repéré. On ne peut pas vraiment dire que toi, tu as choisi d'avoir une carrière de vedette à la télévision. Tu t'intéressais peut-être plutôt à l'époque au plaisir de ton âge, les élastiques, les petites copines et les patins à roulettes. Ta carrière commence au printemps 79 lorsque le gérant et producteur de ton frère René te fait enregistrer la chanson Tous les enfants du monde en duo avec ton frère. Et là, c'est le succès. Alors, tu vas enchaîner à partir de ce moment-là les albums, les tournées, devenir une enfant vedette adorée par tout le Québec, l'icône du pays entier. En 85 et 88, nouveau succès cette fois-ci à la télévision en devenant la vedette d'une petite série télé pour enfants, Le village de Nathalie. Le temps passe, les succès s'enchaînent, tu brilles de mille feux et il te manque quelque chose, une petite corde à ton arc de chérubin, devenir mère, un aboutissement dont tu vas pouvoir avoir la joie. Le 29 novembre 93, juste après que Nelson Mandela reçoive le prix Nobel, et oui, les anges te font ce magnifique cadeau, la naissance d'une petite Ève, ta fille chérie qui remplira ton cœur de bonheur. Tu es une mère accomplie qui s'essaiera à d'autres exercices artistiques comme la comédie musicale. Et alors en 2004, on arrive à l'année qui n'est pas la moindre, l'année du 400e anniversaire d'ailleurs de l'arrivée des Français en Amérique du Nord. Tu entameras ton grand virage de vie en sortant de ton silence pour dénoncer ton producteur et les agressions sexuelles dont tu as été victime. Et cet acte de courage, il en découlera la création d'une fondation, la fondation Nathalie Simard, pour aider les victimes de pédophilie. Le temps passe et puis en 2008, un grand ras-le-bol général, vraiment besoin de déconnecter, tu t'arrêtes, tu vends tout, tu t'exiles avec ton amoureux Lévi à Punta Cana, en République dominicaine, une retraite qui durera quelques mois avant de retourner au Québec et affronter quelques difficultés.
En 2015, tu lances, et j'ai trouvé ça mignon comme tout, la cabane chez Nathalie. Alors, ta cabane à sucre, les Français connaissent pas, tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est. Une cabane à sucre située à Saint-Mathieu-du-Pare, en Mauricie, et entièrement rénovée et enrichie d'une salle de spectacle où beaucoup d'artistes vont se produire, dont toi. En 2019, tu sors ton dernier album, L'amour a pris son temps, on va en parler, à l'occasion de ta 40e année de carrière, et tu pars en tournée. Septembre 2020, le magazine La Semaine te propose de devenir nouvelle collaboratrice pour tenir une chronique hebdomadaire. Je suis là pour vous, où tu réponds aux questionnements et aux confidences des aspects délicats de la vie des gens. Et pour finir, en 2021, plus belle que jamais, revenue à ta pleine santé, tu lances ton propre magazine santé Simplement Bien avec Nathalie pour aider les Québécois à quoi? Eh bien, à retrouver la santé. Et hier, il s'est passé un événement majeur pour toi. Alors, on va essayer de faire correctement. Est-ce que je vais y arriver? J'aimerais bien que ça brûle. Ça brûle pas. Ah là là. Allez, allez. Allez, allez. Voilà. C'est bon anniversaire à toi. Bon anniversaire. Oui. On est 52 ans. Je voulais faire un petit truc pour toi. Voilà. Alors, voilà. Merci, Luc. C'est vraiment adorable. Mais Dieu te fait des recherches, là. Explique-moi un peu, alors, ce moment qu'on a passé là, ce moment de 2020, c'est un moment de fou qui s'est passé pour tout le monde. Toi, tu publies en 2015 un livre qui s'appelle Les chemins de la liberté aux éditions Les Intouchables. Et puis, moi, j'ai envie de te parler de liberté parce que depuis 2020, on n'a plus de liberté. Alors, comment tu as vécu cette pandémie, toi? Oh, c'était un retour vers soi-même. C'est clair qu'au départ, c'est la crainte, la peur. Qu'est-ce qui se passe? La panique. Je me suis fait un bunker de nourriture. J'avais tellement peur de manquer de bouffe au cas où il y aurait pénurie. On s'est dit, si jamais arrive quoi que ce soit, on sera prêt pour recevoir nos enfants et personne ne manquera de rien. Par la suite, ça a été de profiter de la vie, de prendre le temps de se déposer à travers toute cette folie mondiale de ce virus, de cette pandémie. Réapprendre à vivre, réapprendre à se soucier les uns des autres, à réaliser que l'amour peut tuer, que de se coller, d'être proche, de rester loin de ce qu'on aime. Et ça a été très difficile. Je trouve que ça a été une grande épreuve pour tout le monde à travers la planète. Mais à quelque part, je trouve que ça a été vraiment simple parce que ça nous a permis de s'arrêter. Vous savez, quand on va dans le sud, là, on voit les gens, comme moi, quand tu as parlé de quand je suis partie en République pendant 6 mois, et je suis arrivée là-bas, puis j'ai entendu pendant 6 heures une fille qui vient de me faire découvrir un peu là où j'habitais, tu sais. Mais c'est la douce vie, c'est le relax. Ça ne court pas là-bas. Et je trouve qu'on a eu... Moi, j'ai appris beaucoup de ce peuple dominicain et c'est ce qui nous a apporté aussi cette COVID-19, de prendre le temps de vivre, de se déposer, de revoir nos priorités face à notre quotidien, face à notre travail, se réinventer, découvrir la nouvelle technologie, communiquer à travers les réseaux sociaux, à travers le Zoom, à travers Teams, à travers tout ça, de réaliser qu'aujourd'hui, je crois qu'on va garder certains aspects de ce confinement. Qui va nous avoir fait découvrir toutes ces sphères, nous faire sauver de l'essence au lieu de faire 2 heures de route pour aller dans un meeting qui dure 1 heure de temps, parce que moi, je suis à Mauricie. Donc, je suis à peu près à 1h45 de Montréal et la même chose de la ville de Québec. Alors, il y a beaucoup de choses maintenant que je fais à distance, à la maison, ce qui me permet de profiter vraiment de mon endroit, de mon petit coin de pays. Alors, c'est ça pour moi, la pandémie. La pandémie m'a permis de me déposer, de revoir toutes mes priorités. Et honnêtement, ça le fait vraiment beaucoup de bien parce que si on se ramène au départ, avant que tout ça arrive, on vivait une vie qu'on ne savait pas trop pourquoi on vivait. On ne sait pas pourquoi trop on allait travailler, qu'on ne prenait plus le temps de se déposer, de profiter de la vie, de regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous, de réaliser comment la santé, elle est si précieuse aussi.
parce que souvent, la santé, on prend ça pour acquis, hein, surtout lorsqu'on est jeune, on vieillit, la vie est belle, puis à un moment donné, on commence à avoir des bobos, puis on se dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tout ça. C'est tellement important de prendre le temps de vivre, parce qu'on en a juste une à vivre, et en vieillissant, on réalise comment le temps passe tellement vite et il est si précieux lorsqu'on a été témoin que nos aînés nous ont quittés en l'espace de tellement rapidement à cause de ce virulent virus. Alors, et réaliser que nous sommes les aînés de demain et qu'il est temps que l'on s'implique rendu à notre âge, avec la conscience que l'on a, de décider de changer les choses et de prendre conscience de l'importance de lorsqu'on ne sera plus en moyen physique de prendre soin de soi, qui le fera à notre place. Alors, je trouve que ça nous a apporté des belles prises d'inconscience et qui sont capitales. Voilà. Eh ben, dis donc, ça fait des prises de conscience, tout ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que tu parles aussi du fait que tu te sois rapproché en fait du monde virtuel et donc tu n'as pas vraiment coupé avec tes fans, tu n'as pas coupé avec le public finalement. Tu es resté en relation avec eux sur quoi? Sur ton groupe, sur une page? Ben, le groupe est relativement récent. Le groupe Simplement Bien avec Nathalie, tu es relié au magazine. Mais sinon, c'est ma page Facebook, Nathalie Simard officielle. D'ailleurs, que j'invite tous à venir vous abonner. Ah oui. C'est toujours plaisant de voir qu'on a plusieurs abonnés. Aujourd'hui, c'est de cette façon-là qu'on réalise les influenceurs. Moi, j'ai été une influenceur de mon temps. C'est ça. Mais aujourd'hui, on dirait que cet aspect-là ne compte plus. On se base beaucoup sur les données des réseaux sociaux. Alors, allez liker, allez maintenant s'abonner parce que le like n'est plus vraiment, fait plus partie du Facebook. Maintenant, on s'abonne. On est suivi par. Alors, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, petit train va loin, cela dit. Mais oui, je suis restée en contact parce que je pense qu'on avait besoin et c'était la seule façon aussi de se tenir au courant, de partager un peu nos inquiétudes. Et nous, ben, en tant qu'artistes, en tant que personnalité connue, on est là pour inspirer les gens, pour les motiver, pour dire qu'ils ne sont pas seuls, pour dire que nous aussi, on vit des stress. Nous aussi, on était très, très affectés par cette COVID, par la distanciation sociale. Moi qui aime donner des spectacles à grand déploiement, je ne me voyais pas partir toute seule sur la route avec un musicien. Cela dit, je ne ferme pas la porte à ce style Mais moi, je suis comme une puce. J'aime ça bouger, j'aime ça, j'aime danser. Je danse depuis que je suis toute petite. J'ai pris beaucoup de cours à Los Angeles, ici à Montréal. Donc, j'aime ça, donner des spectacles où on est là pour changer les idées des gens puis faire découvrir la nouvelle technologie aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un aspect qui est vraiment important. Donc, José Lavigueur me faisait des petites confidences que tu vas pouvoir me faire toi aussi parce qu'elle me disait, et d'autres me disaient aussi que j'ai interviewé, que pendant cette phase-là de confinement où tout le monde est un peu resté chez soi, elle avait vu réapparaître chez elle des comportements qu'elle ne connaissait plus chez elle depuis très longtemps. Alors, est-ce que toi, confidence faite, est-ce que tu t'es remarqué des comportements pendant le confinement que tu n'avais pas vu depuis que tu étais toute jeune, hein? Bah, écoute, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup prendre un cocktail. Non. Ça, on l'a tout fait, hein? Prendre un petit verre, hein? Mais mon Dieu, là heureusement, on revient à la normale, puis c'est bien de mettre de l'équilibre dans tout ça. Non, honnêtement, je croyais que, tu sais, j'avais un petit côté sédentaire. Tu sais, je pense qu'on l'a tous un peu. Mais j'ai réalisé que j'aimais pas ça tant que ça. J'ai réalisé que on avait vraiment besoin d'être stimulé psychologiquement. Et que ça, c'est, tu sais, on a tout le temps désiré, oh, j'aimerais tellement ça avoir une pause pendant une année complète, là, tu sais, rien faire, puis de ne pas stresser, puis de faire la dolce vita. Non, on n'est pas conçu, premièrement, pour être comme ça, pour être complètement arrêté, pour être confiné. C'est pas pour nous. Alors, je pense qu'on a réalisé que cet aspect-là peut rendre fou, là, et que c'est tellement sain et important de se tenir occupé psychologiquement. Le cerveau, l'être humain a besoin d'être constamment stimulé. Oui, une pause. Oui, aller au spa. Oui, aller se faire masser, c'est important. Oui, prendre un petit cocktail, c'est important. Mais tout ça dans l'équilibre.
Parce que quand c'est trop, ça ne fonctionne pas. D'où vient l'importance de se ramener et d'avoir un équilibre dans tout ça? Parce que c'est pas sain de ne pas être actif psychologiquement. Le cerveau devient paresseux. Hey, moi, j'ai réalisé que j'avais des oublis, là, que j'avais des pertes de mémoire. Je me suis mis à capoter. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Même encore aujourd'hui, alors là, je suis en train de restimuler. Est-ce les cocktails qui m'ont rendu heureux? Est-ce... Mais cela dit, j'ai quand même apprécié ces moments-là. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. C'est toute bonne chose à une fin. Au moins, toi, tu auras ce souvenir des cocktails dans la partie la plus difficile pour l'humanité. Alors, écoute, en parlant de cocktails et de moments difficiles pour l'humanité, il y a une phrase que je t'entends dire très souvent, donc je vais te redire une phrase que tu dis presque tout le temps. Tu dis tomber est humain et se relever est divin. Tu dis très souvent ça. Et il se trouve que justement, j'allais me poser une question et je te la pose aussi. Est-ce que tu crois qu'on vit en ce moment une grande chute et puis un grand reset intérieur? Est-ce qu'on va devoir revoir d'urgence notre façon de vivre, d'après toi? Oh oui. Elle est là, la beauté. Moi, j'ai toujours su, vous connaissez mon parcours, Luc, que je ne l'ai pas eu facile dans la vie. Ça a été très difficile pour moi. Donc, j'ai tombé souvent et j'ai dû souvent me relever. Et je crois que c'est important de savoir ressortir le positif du négatif. Et c'est ça. Et c'est ça, la COVID m'a apporté de savoir se relever après cette grande chute, de revoir toutes nos priorités. C'est si important. Et je pense que c'est capital. Et surtout rendu à mon âge. J'ai eu 52 ans récemment et j'ai envie de poursuivre ma vie, mais de façon beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus posée, beaucoup plus saine, beaucoup plus dans un aspect agréable, de réapprendre à vivre dans cette nouvelle façon de faire. Tu sais, et oui, tomber est humain, se relever est divin. Puis c'est important de voir le positif dans le négatif. Il est là le défi de chaque être humain, je crois, dans la vie. Est-ce que je réponds bien à ta question? Ouais, je pense que tu réponds à la question. J'allais te poser une question. Qu'est-ce que tu feras plus jamais maintenant suite à cette pandémie, à ce que tu as vu et aux leçons que tu as pu tirer de tout ça? M'oublier. Pour faire plaisir à des gens qui ne le méritent pas vraiment. Et à la base, l'être humain est bon. Puis à un moment donné, plus on vieillit, puis on veut tellement donner, on veut tellement, mais je trouve qu'à un moment donné, on finit par s'oublier. Et ça, je trouve qu'il faut plus aller là, jamais, jamais. Il faut jamais se perdre de vue. Il faut savoir se prioriser, s'apprécier, s'accepter, s'aimer tel que nous sommes et se respecter, puis d'arrêter de faire des concessions pour faire plaisir aux autres. Parce que la vie est trop courte, on ne sait pas. Aujourd'hui, là, peut-être en allant faire quelque chose, la vie va s'arrêter. Alors, vivre le moment présent, c'est sacré, c'est capital, c'est important. Parce que hier n'existe plus, demain, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui est la journée la plus importante de notre vie. Et si on pensait de cette façon, là, je trouve qu'il n'y aurait plus de violence. On vivrait dans l'amour, dans le plaisir, dans tout ça, tu sais. Et c'est ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors justement, Nathalie, puisqu'on en est à profiter de l'instant présent, on a un petit rite dans cette émission, un petit rite qu'on a emprunté à nos chroniqueurs sulfureux qui en France s'appelle Thierry Ardisson, que tu connais peut-être. C'est un chroniqueur qui nous a lancé un petit peu une idée qu'on a repris ici, qui était de te permettre de vivre un petit rituel pour découvrir les personnalités cachées à l'intérieur de toi. Alors, je t'ai entendu dire à Sylvain Caron, il y a quelques années, dans l'émission La victoire de l'amour, santé, l'important, c'est de se connecter avec son cœur, ne pas laisser le cœur et la tête se séparer. Alors, justement, j'ai envie que tu te proposer d'unir ta tête et ton cœur là pour une petite interview qu'on appellera Upside Down, qui va te permettre de découvrir un petit peu le côté malicieux de ta personnalité que personne ne connaît peut-être. Alors, chère Nathalie, pour commencer, quel est le défaut qui te sauve la vie? Ma grande gueule.
Magnifique. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on m'a reproché d'avoir dénoncé parce que on me mettait sur le dos que j'avais brisé des vies alors que c'est pas moi qui brisais des vies. Alors, ma grande gueule m'a sauvé la vie à bien des égards et c'est bien d'avoir une grande gueule. Génial. Pour nommer le mal, pour nommer les choses qui sont pas correctes, pour nommer les crimes. Alors voilà. Je suis Super. fière de ma grande gueule. Pour une chanteuse, ça semble la base. Alors, c'est quoi le plus beau, la plus belle erreur de ta vie? Attends, la plus belle erreur de ma vie. Je crois que ça a été d'avoir peur. J'ai grandi dans la peur. J'ai toujours été terrorisée, soit d'entrer sur scène. Vous savez, moi, avant de rentrer sur scène, j'ai commencé, j'avais 9 ans. Je régurgitais tellement le stress était puissant. J'étais incapable de manger. Donc, quelques minutes avant le spectacle, là, je voyais les musiciens aller se préparer et là, je régurgitais ma vie. Là. Et c'était la peur de déplaire, la peur de tout ça. Mais à quelque part, la peur me fait agir. La peur m'a fait réagir et la peur m'a aidé et m'a sauvé la vie aussi. Mais j'ai appris avec les années à ne plus avoir peur. Parce que c'est pas sain de vivre dans la peur. Un moment de ma vie, ça m'a sauvé, mais un autre moment, ça a été très difficile. Je crois que, et juste ce que je voulais te dire, j'ai écouté d'autres interviews de toi radio et moi j'ai toujours été bluffé par une chose de toi, c'est que à chaque fois que tu es un petit peu en difficulté, tu as une capacité à confronter et à garder le contrôle et à tenir bon. C'est assez bluffant. La dernière fois, j'ai écouté une petite émission où on te posait une question pas toujours évidente et t'arrives, t'as une volonté quand même, t'as une volonté incroyable. Merci. Mais c'est vrai. Je crois que oui. Et cette volonté fait que je suis encore en vie à te parler, à vous parler aujourd'hui. Le désir de vivre, même si j'ai eu des moments où j'ai pensé m'enlever la vie parce que j'étais épuisée, mais ma fille me gardait là. L'amour de mon enfant, heureusement. Mais je crois que c'était normal, tout ça. L'important, c'est de ne jamais passer à l'acte parce que c'est une solution à un problème temporaire parce qu'on sait que chaque problème a sa solution et que tout finit par s'arranger dans la vie. Puis c'est important d'avoir le courage de poursuivre parce qu'on vaut la peine. Et après, quand on réalise tout le chemin parcouru, ben on réalise qu'on en valait le bonheur de ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Et alors, quel est pour toi, Nathalie, le plus beau conseil qu'on ait pu te faire? De toujours croire en moi. Et qu'est-ce qui t'a donné ce conseil? Ben, j'ai mon père, des gens qui m'aiment autour de moi, qui m'ont, tu sais, oublie jamais qui tu es, puis crois en toi. Parce qu'on m'a souvent diminué, discrédité, parce que l'ancienne équipe pour qui je travaillais, Guy Cloutier, qui m'a abusé pendant des années, plus il m'enlevait du pouvoir, plus lui, il en avait sur ma vie. Alors, c'est m'enlever mon pouvoir, en fait. T'sais. Donc ça a été... Ouais, ça a été difficile. Fait que c'était pour moi un grand défi d'arriver à croire en moi. Donc voilà, c'était des conseils que j'ai chéris et avec lesquels j'ai eu beaucoup de mal quand même parce que j'ai souvent pensé en loser, tu sais, en perdante. Tu sais, je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci parce que c'est ce qu'on me disait. Je comprends. Alors, je me demandais une chose. Si tu pouvais te cloner demain et qu'on pouvait avoir une autre Nathalie Simard en même temps que toi, alors la deuxième Nathalie Simard, ton clone, elle ferait quoi comme activité? Ben, activité professionnelle, assurément psychologue. Ah ouais. Ah oui, psychiatre ou psychologue, assurément. Assurément. C'est si important de se comprendre. Et j'en ai mis des années. Moi, j'ai pas beaucoup de scolarité parce qu'on m'a retiré de l'école très, très jeune. Donc, j'ai dû me bâtir par moi-même. Je suis réellement allée
à l'école de la vie. Une des plus belles, pas dit en passant, mais quand même une des plus difficiles. Ouais, et ça a été mon défi d'apprendre à me comprendre, d'apprendre à accepter ce qui est, ce qui a été, et ce que je suis devenue aujourd'hui. Et la psychologie, le fait d'avoir été chercher de l'aide, d'avoir consulté des psychiatres, des psychologues, ça m'a beaucoup aidé à me comprendre et c'était un des plus beaux cadeaux. Donc, si j'avais une suggestion à faire aux gens, allez chercher de l'aide puis n'ayez jamais honte. Le fait de vouloir consulter un psychologue ou un psychiatre ne fait pas de vous un fou ou une folle, mais bien quelqu'un de très intelligent et conscient, ayant le désir de se comprendre et de s'aider. Alors voilà. Et pour moi, la psychologie, c'est tellement fascinant. Alors moi, je suis d'accord 100% avec toi. Moi, j'ai fait 8 ans de psychanalyse et je ne regrette pas. Ben non, c'est fantastique. J'ai beaucoup pleuré, mais j'ai beaucoup appris aussi. Ben oui, mais on pleure dans ces prises de conscience, mais elles sont tellement importantes. Puis aujourd'hui, à notre âge, on réalise que c'est le plus beau cadeau que l'on s'est fait. Alors, je me demandais, quels sont les mots que tu n'as jamais dit à personne? Je vais te démolir. Okay. Parce que moi, je me suis fait dire ça. Je vais te démolir. Lorsque j'ai rencontré mon mari, son ex était une jalouse maladie. Démolir. Puis moi, j'ai toujours dit, je ne ferai jamais aux autres ce que je n'aime pas me faire faire. Elle nous a fait beaucoup de dommages, mais elle n'a jamais réussi, en fait. Et pour moi, de dire ça à quelqu'un, c'est d'avoir un grand manque d'amour d'abord envers soi-même. Et pour pouvoir être capable de dire ça à quelqu'un, c'est faut être désemparé. Vraiment, en chute libre, et c'est pas sain du tout. Je vais te poser une question un peu atypique. Je vais te demander quel défaut doit avoir un homme pour te séduire? L'imperfection. L'homme enfant. L'homme qui se permet de faire des folies. Parce que parce que c'est particulier, là, ta question. Tu sais, on parle de défauts. Mais c'est un défaut. Les défauts, parfois, c'est charmant. C'est pour ça que, et je trouve que c'est dans l'imperfection que souvent naissent les plus belles personnes, puis les plus belles choses de la vie. Tu sais, c'est comme... Il y a une phrase que parfois on m'avait dit à 2 reprises, puis ça m'avait touchée. Puis la première fois que j'avais entendu, je n'étais pas trop sûre d'avoir compris, mais on disait, j'espère pour être capable de le dire comme il faut, mais c'est dans la merde, en bon québécois, dans la marde, que les plus belles fleurs poussent. Alors voilà. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ah oui, je comprends très, très bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça me parle beaucoup. Allez, une question qui dit, quelle est la qualité que ceux qui t'aiment voient de toi que tu ne vois pas toi? Ça, c'est une question qui pourrait me faire paraître prétentieuse ou, tu sais, je sais pas, mais tu sais, je me suis souvent diminuée physiquement parce qu'on me diminuait. Ou on me disait, une chance que tu as des beaux yeux, une chance que tu as une belle face parce que le reste, là, c'est pour ça que j'ai sorti un magazine sur l'acceptation de soi, puis de voir au-delà de la beauté physique. Je sais que je ne suis pas moche, tu sais, j'ai appris à m'accepter, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris tout ça, mais longtemps, je n'ai pas cru ça. Et pour moi, la beauté, c'était une connotation négative à cause de tout ce qu'on a pu me dire lorsque j'étais petite pour me détruire, pour m'enlever du pouvoir, de la force. Tu sais, on vient d'une génération chez nous, je ne sais pas comment c'était chez nos cousins. On se faisait dire, dis pas qu'elle est belle, elle va s'enfler la tête. Elle va avoir la grosse tête. Dis pas qu'elle est bonne. Elle va s'enfler la tête, elle va être fraîche, elle va faire sa fraîche. Sa fraîche.
Tu sais, on réalise aujourd'hui comment c'est important d'encourager nos enfants, la nouvelle génération qui pousse de leur dire « Hey, t'es belle, t'es bonne, t'es fine, puis t'es capable. » Puis la même chose au masculin, t'es bon, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Bravo, tu vas y arriver, tu vas faire de grandes choses dans la vie. Mais moi, j'ai été élevée en me faisant diminuer. Je terminais un spectacle devant des milliers de personnes, puis on me disait « J'espère que tu vas faire mieux demain. » Alors que tu viens de te donner, là, puis là, tu te dis, ça y est, il y a 2-3 000 personnes qui m'ont trouvé pourri. Parce qu'une personne qui a décidé ainsi. C'est comme un critique dans un grand journal, un grand quotidien qui va voir ton spectacle, puis lui, en partant, il t'aime pas. Fait qu'il va faire une critique, lui, qui va te démolir, qui va faire en sorte que ça va influencer un paquet de gens. Et d'où vient aujourd'hui la beauté des réseaux sociaux, où il y en a qui se lèvent, qui disent « Ouais, une minute, moi, j'ai adoré ça. Moi, pour mon style, lui, il est plus intellectuel. » Bon, sans poser de jugement, mais comment ça peut nuire la vie d'une personne sur un être humain, puis encore plus sur un artiste, une personnalité connue, ça peut avoir des impacts dévastateurs. C'est sûr. Alors, voilà. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus simple d'être agressif. Hein. Il y a des beaux côtés aux réseaux sociaux, mais il y a des mauvais côtés aussi. Là. Ça prend de l'éducation. Et j'espère que ça va se rendre dans les écoles pour éduquer nos enfants à savoir, et même les adultes, hein? Ces fameux trolls qui se cachent derrière des minous, des comiques, et ils ont besoin d'éducation, ces gens-là, les pas de vie. Je les appelle les pas de vie. Parce que pour prendre le temps d'aller démolir un artiste ou un ami ou peu importe qui, sur les réseaux sociaux, de démolir, quelqu'un d'équilibré psychologiquement ne fera pas une chose pareille. Alors, il faut s'élever au-dessus de ça. Alors, dernière question de cette petite interview. Si tu interviewais en face de toi Nathalie Simard, ce qui est le cas parce qu'avec Zoom, tu te vois, si tu devais l'interviewer, là, quelle est la première question que tu lui poserais à Nathalie Simard? Ça, c'est une bonne question. Il y en a une déjà. Il y en a plein de bonnes questions. Ouf! Mais, ouais, vu mon vécu d'abus sexuels, d'avoir été victime pendant 25 années d'abus sexuels perpétués pendant plusieurs, là, ce serait comment se porte ton cœur d'enfant? Parce qu'aujourd'hui, moi, tu sais, aujourd'hui, à 52 ans, depuis cette dénonciation-là, parce que j'ai dit souvent, lorsque j'ai dénoncé, j'avais l'âge mental, je n'étais pas préparée à affronter la vie, à affronter toutes ces problématiques. Et j'ai dû apprendre à devenir une femme. J'ai dû apprendre à mon enfant intérieur à grandir, à l'aimer, à le dorloter, à lui faire revivre son enfance. Et je dis souvent, tu sais, à ma fête, moi j'ai 4 ans, là. Je suis un gros bébé. Et je l'assume pleinement. Et donc, pour moi, c'est particulier parce que lorsqu'on est enfant, on a hâte de devenir adulte. Et lorsqu'on devient adulte, on se dit Dieu qu'on était bien lorsqu'on était enfant. Alors aujourd'hui, ben, je nourris ce cœur d'enfant au quotidien. Et c'est ce qui fait que je suis, et j'ose le dire, tant épanouie aujourd'hui et tant heureuse parce que je laisse tout ça aller. J'ai du plaisir comme ça se peut pas. Dans ma piscine, là, j'ai plein de jeux gonflables, j'ai des beignes, j'ai des popsicles soufflés, j'ai des plateaux, j'ai une licorne soufflée. Je m'amuse. Comprenez-vous? Tout le temps que j'ai pas pu m'amuser ou je travaillais pour enrichir les autres, eh bien, c'est ça, je reprends le temps perdu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire dans la vie. Alors voilà, vous avez un gros bébé de 4 ans devant vous. Mais quand c'est le temps, je suis capable d'avoir 52. Non, c'est vrai. Ça se sent chez toi. On sait qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Alors, tu vois, tu as quand même 40 années de carrière. Tu as été une enfant vedette adorée de ton peuple, québécois, dès le plus jeune âge. Je voulais savoir, est-ce que tu crois que tu avais une mission de vie? Oui, oh oui. Oh oui, parce qu'à un moment donné, j'assume cette spiritualité. Elle s'est développée pendant ma vie.
difficile. Et heureusement que j'ai eu cette spiritualité-là. Quand j'ai dénoncé, et avant que je dénonce, je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Moi qui étais chanteuse pour les enfants, j'ai été abusée par un pédophile dès l'âge de 9 ans. Donc, ça a duré des années. Et là, j'ai dit, OK, j'ai une mission, justement, pour aider les enfants, pour aider la société, pour me servir de ma grande gueule pour propager le message de l'importance de dénoncer, parce que les agressions sexuelles, que ce soit auprès d'un enfant, des adultes, d'une femme, des hommes, ça brise des vies. Alors, et moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'aide qui existait, de l'aide gratuite. Et lorsque j'ai dénoncé, avec les autorités, j'ai reçu plein d'informations concernant les centres d'aide, que ce soit chez nous, les CAVAC, les CALAX, je ne sais pas qu'est-ce que c'est chez vous, les centres d'aide qui sont là pour venir en aide aux victimes d'agressions sexuelles. Mais écoutez, et j'ai donné des conférences, donc pour moi, c'est ma mission de vie. C'est pour ça que j'ai vécu ça. Et c'est pour ça que je suis encore en vie aujourd'hui. Je propage, oui, le message de dénoncer, mais le message de la bienveillance envers soi-même, l'information par rapport à tout ce fléau qui nous entoure et qui, c'est mondialement parlant, là. Donc, si on peut prévenir au lieu de guérir, c'est extraordinaire. Donc, voilà, elle est où ma mission? Aujourd'hui, je donne encore des conférences, puis les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin d'informations, ont besoin d'être enseignés, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Alors voilà, je parle haut et fort avec ma grande gueule. Mais aussi, tu es quand même une chanteuse. Et donc, je me disais, est-ce que tu crois que tu as aussi une mission d'enchanter les cœurs? Assurément. Oui, il faut se l'avouer. Hein? Oui. Ah oui, je sais que je fais du bien. Puis il y a plein d'artistes, je ne suis pas la seule, là, tu sais, je suis une parmi tant d'autres. Mais tu sais, la musique, hein, tu parlais de la pandémie, qu'est-ce qu'elle nous a apporté aussi, la prise de conscience, comment c'est important d'aller entendre des chanteurs, comment c'est important d'aller écouter des chanteurs, se déplacer en salle, pour les encourager, pour garder notre culture en vie. C'est capital parce que la musique nous a bercés à travers nos peurs pendant cette pandémie. La musique nous berce pendant nos tristesses, pendant nos peines d'amour, pendant nos prises de conscience, elle marque des passages de notre vie. Elle est si précieuse, la musique. Alors, je suis heureuse d'avoir fait partie de la vie des gens. Aujourd'hui, quand on dit « tu as bercé mon enfance, Nathalie », pendant que je me faisais abuser, quand c'était terminé, je m'en allais dans ma chambre puis je mettais tes disques, je mettais tes cassettes, je t'écoutais, tu m'as sauvé la vie. C'est énorme. C'est lourd, mais c'est énorme comme témoignage. Comme beauté aussi. Alors, à travers moi, je chantais, que je me faisais moi aussi abuser, les autres vivaient ça, mais ça a sauvé la vie de plusieurs. Alors, le message est grand, le message est fort, le message est important. Et vive la musique, vive notre musique. Oui, la musique, ça aide à la psychologie sans les mots, hein, finalement. C'est la plus grande des psychologies, celle sans les mots. La vibration. La vibration, lorsqu'on laisse passer, là, qu'on cesse de se créer des blocages, que l'on respire consciemment, la musique vient vibrer, vient faire décrocher des choses qui doivent sortir en nous. C'est sain, c'est important. On t'a empêché quand même de grandir pendant des années, puis on t'a infantilisé pour un peu mieux te contrôler. On a fait un peu de toi un produit marketing rentable. Hein. Et puis un jour, toi, tu dis que tu as repris ta liberté. Tu as écrit un livre aussi, Les chemins de ma liberté, pour donner un peu ta version de l'histoire. Alors, comment tu vois aujourd'hui cette liberté? Alors, tu as repris position de quelle liberté au fond? De reprendre d'abord mon pouvoir d'enfant, mon pouvoir de femme, de mère, d'avoir le pouvoir de choisir ce que j'ai envie et le pouvoir de refuser ce qui ne me plaît plus aujourd'hui. Alors ça, c'est une liberté en soi. Et tant il y a aussi longtemps qu'on ne pose pas les gestes concrets pour reprendre notre liberté, il n'y a rien qui se passe.
parce qu'on laisse le pouvoir, notre pouvoir de vie, entre les mains de personnes malveillantes. Donc, lorsqu'on reprend notre pouvoir, oui, c'est déstabilisant. Oui, parfois, ça peut faire mal. Oui, c'était comme un saut en parachute. Mais c'est beaucoup mieux que de ne pas savoir qu'est-ce que l'autre va décider à notre place. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai mon plein pouvoir. J'ai décidé aujourd'hui de t'offrir une entrevue, d'être avec toi aujourd'hui, puis avec bonheur, parce que j'aurais pu refuser. Mais je ne dis pas ça pour que tu me dises merci. Je suis là parce que j'ai envie, parce que il y a quelque chose qui me dit oui, vas-y. C'est sûr que José a eu Merci, José. la vigueur. Oui, c'est clair, parce que des offres, j'en ai. Mais elle me dit, il est tellement sympathique, tu peux lui faire confiance, c'est vraiment agréable. Alors oui, j'accepte. Et lorsque c'est dans le positif, c'est tellement agréable dans le but d'aider, d'inspirer des gens. Voilà, c'est ce que je suis. Je suis là pour inspirer, humblement, mais à un moment donné, il faut être conscient de savoir qui on est aussi. C'est important, ça, cette prise de conscience-là, d'arrêter de se diminuer. Il faut oser dire « Bravo, je suis fière de toi ». C'est important, ça, dans la vie. Sans se prendre la tête puis avoir de la misère à passer dans les cordes de porte. C'est pas ça, là. L'humilité est capitale dans la vie, mais c'est important d'être conscient de nos forces, de nos faiblesses, mais de nos forces et de qui nous sommes. Mais j'ai envie de te dire un truc qui est un petit peu un non-sens. Tout à l'heure, on en parlait avant de l'émission. Je t'en reparle là pendant l'émission pour les gens, pour les youtubeurs. C'est que quelque part, moi, je sais que tu voulais être psychologue ou maîtresse d'école. Oui. Et puis finalement, celui qui t'a enlevé ta liberté, il t'a mis sur ta voie. C'est quand même incroyable comme la vie est parfois, des fois, d'un étrange comportement assez violent pour mettre les gens de force dans leur voie. Et avec la force qu'il faut pour qu'ils aient l'élan et puis la dimension, et en même temps, ça va être violent pour eux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est quand même étrange, cette vie qui fait les choses de façon tellement peu logique, quoi. On te fait souffrir, mais ça va te mettre dans ta voie. C'est vrai que c'est particulier, hein? Vraiment. Mais c'est parce que ces gens-là, ces abuseurs, ces agresseurs, ils ne sont pas conscients de tout. Ça, c'est vrai. Et un jour, la vie finit par les rattraper. Et on va se dire les vraies affaires. C'est des gens qui sont déséquilibrés, mais ils ont quand même du bon. Ils ont décidé de nourrir le négatif, mais c'est des gens qui ont du bon. Mais ils ont fait le choix qui va à l'encontre de la beauté de la vie. Il a détruit. Mais lorsqu'on est assez fort, oh, pelaille. Parce que la force de la parole, de la voix, peut, on l'a vu avec les hashtags moi aussi, balance ton port, on l'a vu. Comment la parole a un impact immense sur ces monstres qui ont tenté de nous détruire. Comme j'ai dit, souvent, il a mis beaucoup de pierres sur mon chemin, des grosses roches, des tuiles. J'avais le choix d'en créer des murs ou de faire des ponts avec ces roches. J'ai fait beaucoup de ponts dans ma vie pour arriver à. J'ai appris à nager, j'ai appris à me relever. Mais elle est là, la beauté. Et c'est là que ces personnes-là, ces monstres, ben, ils vivent leur propre médecine. Parce que ce qui nous font vivre, c'est comme la vapeur est sur nous, c'est comme notre faute, on se sent coupable, on se sent vulnérable, on se sent... Tout est de notre faute. Mais lorsqu'on réalise le gros bon sens de la vie et qu'on se lève debout pour ouvrir notre grande gueule, eh bien, la vapeur s'en va chez la personne à qui elle doit revenir. Le crime leur appartient et non à nous. Et lorsqu'on dénonce, on n'est plus des victimes, on devient des survivants et des survivantes. Donc voilà, chacun son chemin de vie. Aujourd'hui, vit le sien, c'est sûr qu'il a de la misère à sortir. Ça lui appartient, c'était son choix. Sauf qu'il n'a pas vu, il pensait, tu sais, ces gens de pouvoir malsain s'imaginent que jamais, avec l'argent, tout peut s'acheter. Wow, minute, moumoute, il y a des limites à l'argent. L'argent ne peut pas tout acheter. L'argent ne fait pas foi de tout dans la vie.
Parlons de chansons, chère Ben, Nathalie. J'ai envie de te poser quelques petites questions parce que je me demandais qu'en fait comment tu voyais la chanson française. Et alors, si tu as envie de nous chanter deux ou trois petits bouts libres à toi, je voudrais savoir quelle est la chanson pour toi qui exprime le mieux la France? C'est difficile, là, parce que moi, j'ai pas toute votre historique de votre magnifique pays pour l'avoir visité à plusieurs reprises, mais dans le but du travail. Donc, je n'ai pas pu aller visiter le Quai d'Orsay, le musée d'Orsay, plein de beaux monuments que vous avez dans votre merveilleux pays, si riche en culture. Mais, cela dit, je suis une chanteuse et j'ai des coups de cœur comme Aznavour, La Bohème par exemple, tu sais, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si la galerie ne tenait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. T'as pas fait ça, le posé nu? Waouh! La Magnifique. Bohème. Ah, c'est tellement beau aussi. C'est des magnifiques chansons parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'âme dans les grandes chansons françaises. Dalida, j'ai eu un grand coup de cœur pour Dalida. Gigi l'amoroso. C'est toi là-bas dans le noir. C'est toutes des chansons qui nous amènent dans un état d'âme. On se sent bien. Moi, j'aime beaucoup lorsqu'on peut recevoir à la maison, faire jouer du Aznavour, faire jouer les grandes chansons françaises, Dalida. Bon, il y a Dassin, Joe Dassin, qui est un grand classique. Et il y en a plusieurs autres. La Môme, Édith Piaf. La vie en rose. La vie en rose, c'est tellement magnifique. Il y a beaucoup d'âmes. Beaucoup, beaucoup d'âmes. Brel, l'inaccessible étoile. Que c'est beau, que c'est beau. Léo Ferré, regarde, il y en a plein, il y en a plein. Et je trouve que ça fait du bien, c'est réconfortant. Il y a aussi... le Big Bazar. Le Big Bazar. Magnifique ça. Écoute, j'ai tellement écouté ça quand j'étais jeune. Ma mère faisait partie d'une chorale, donc c'était le disque, le spectacle qui faisait vivre toutes les chorales du Québec et je dirais même de la francophonie. Alors voilà, non, les chansons françaises, j'ai une affection vraiment particulière. Là, je pourrais vous en dire, mais là, c'est parce que tu me prends comme ça, mais Bah oui. j'aimerais tellement dire à chanter. Oh oui, absolument. Tu sais qu'il s'est passé un phénomène visuel pendant que tu chantais unique. C'est que la couleur de ta peau et la couleur de tes cheveux, elle est devenue couleur or. Là, on l'a enregistré, donc à un moment donné, tu as chanté et tout est devenu jaune couleur or. C'est juste incroyable. Hein. Est-ce qu'on aurait des chérubins? Je sais pas, mais en tout cas, tu es donc faite d'or. Vraiment particulier. Mais c'est vrai, je viens de voir ça. Je dis, coudonc, je suis donc bien jaune. T'es jaune, couleur dorée. Vraiment doré, c'est fou. Puis pourtant, il n'y a rien de mon éclairage qui a changé. Même si je sais. C'est dingue, c'est devenu couleur dorée. Là, t'es couleur dorée. T'as les cheveux et le visage de la même couleur. Ouais. C'est toi, incroyable. Tu as des dons, hein? Tu as des dons, toi. Je sais pas. Si, mais bon, j'en parle pas. Alors, et Christophe Maé, t'en penses quoi? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Cette chanson-là, lorsqu'on s'arrête à écouter consciemment le texte, c'est vraiment fort. C'est puissant. Et il ne fait pas de bruit, le bonheur, non, il ne fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. Et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Alors, ça nous prouve jusqu'à quel point on est déconnecté du moment présent. Parce que c'est après qu'on dit, hey, mais as-tu réalisé comment c'était beau ce qu'on a vécu? Tu sais, de prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de manger consciemment, d'apprécier, prendre le temps de respirer consciemment, prendre le temps de boire consciemment. Ça, c'est pas de l'alcool, en passant, c'est des petites gouttes sans sucre. Santé à tous, chers cousins. Mais le bonheur, il est là. Le bonheur, il est précieux. Le bonheur, il faut en prendre soin. Et merci à Christophe Mahé pour cet hymne au bonheur, ce beau texte d'une grande profondeur, parce que souvent les gens, ah, il est où le bonheur? Tu sais, on pense juste au refrain, là, mais attardez-vous au couplet. Parce que quand on écoute le refrain, ça devient comme un peu anodin, un peu cliché, mais on est loin du cliché. On est très loin du cliché de cette grande chanson. C'est fort, cette la musique. Chanson qui nous amène réellement, plus on l'écoute. Moi, j'aime ça, découvrir la musique, parce que même encore aujourd'hui, je réécoute des chansons que je connais depuis des décennies. Puis que, d'année en année, je découvre autre chose. Parfois, c'est de jour en jour et de mois en mois. Et là, mon Dieu, c'est puissant ce texte, c'est puissant. Parce que souvent, c'est la mélodie, c'est les beats qui nous accrochent. Mais quand on réalise l'importance des textes de profondeur, c'est magique, c'est magique. Alors, toi, t'es quand même l'idole de plein de jeunes. Alors, j'ai discuté avec des gens qui le connaissent, qui me disaient, mais moi, j'avais son poster avec son frère au-dessus de mon lit. Il y a encore 2 jours, j'ai entendu plein de gens parler de ça. Et alors, toi, tes idoles à toi, c'est qui? Mes idoles à moi, écoute, là, je vais vous sortir un peu du rêve, mais j'ai beaucoup aimé le groupe Kiss. J'avais ce côté rock chez moi et j'ai d'ailleurs eu la chance de les rencontrer, qui sont des gens très, très sains. Hein. On pense que c'est des gens qui sont dans la drogue et dans l'alcool, mais loin de là. C'est des génies, c'est des gens très, très, très intelligents. J'ai beaucoup aimé Olivia Newton-John. J'ai adoré cette femme, cette chanteuse qui je trouve, transpirait elle nous transmettait la santé, le bonheur, l'exercice et tout ça. C'est sûr, Pierre, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la môme, j'ai beaucoup aimé son histoire. J'écoutais beaucoup, et mes parents écoutaient Édith Piaf, tout ça, mais c'est plus tard que j'ai découvert, ma fille adore Édith Piaf. Et c'est vraiment particulier qu'à travers toutes ces années, elle est encore très, très présente dans nos vies. Elle a marqué une époque et elle marque encore nos vies. J'ai beaucoup, Joe Dassin, vraiment, là, j'ai eu des gros coups de cœur par l'âme qui s'y dégage de tu sais, l'été indien, là. Oh! J'aime tellement cette chanson-là. Il y a beaucoup d'âme. Ouais, c'est vrai. Et j'ai écouté ça longtemps sans trop écouter les paroles, tu sais. Mais à un moment donné, quand tu t'arrêtes encore là, il y a de belles découvertes à travers tout ça. Dalida, la vie de Dalida. Alors, je vous parle des gens de votre pays, là, mais Dalida, c'est un monument. Et sa vie, c'est d'une grande tristesse aussi. Et tu sais, on se reconnaît. Et c'est là qu'on voit que les artistes, ils ont vécu beaucoup de souffrance, hein, beaucoup de souffrance. Et lorsqu'on découvre tout ça, on a mal, on se sent un peu coupable, on se sent, tu sais, c'est vraiment particulier. Et dans mon pays, c'est clair, Félix Leclerc, c'était une grande inspiration. Je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de jouer avec sa fille lorsqu'on était toute petite, parce que mon père avait côtoyé quelque temps le grand Félix Leclerc. Et ensuite, il y a Jacques Michel, qui était un de mes grands mentors tout au long de ma carrière. Jacques Michel, qui est un grand artiste, auteur, compositeur, interprète de chez nous, qui d'ailleurs a co-écrit l'émission qui a beaucoup fonctionné, Le village de Nathalie, qui était une émission avec des acteurs pour les enfants. Et donc, 3 ans, 1 million de codes d'écoute au Québec, c'est
énorme. Donc, à chaque dimanche soir, c'était énorme. Et Jacques m'a écrit au-delà de 200 quelques chansons et il a fait de grandes chansons. Il y a aussi dans votre pays, il a composé Il y avait un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. Ah, 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 ah. J'ai d'ailleurs repris cette chanson, puis j'ai eu la chance de rencontrer ce grand auteur. Georges Moustaki. Hein. Georges Moustaki, que j'ai aimé, cet homme. Ses textes, une chanson que j'affectionne tout particulièrement, qui est Ma solitude. Parce que moi, souvent, je me suis retrouvée seule, et d'ailleurs, je la reprenais dans un de mes spectacles, toute seule à la guitare, Ma solitude. C'est un moment fort du spectacle, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que les gens savent, ben, cette chanson-là... Et d'où vient l'importance que lorsque l'on est seul, on n'est pas seul. Et c'est là d'où vient l'importance d'apprendre à s'aimer, à s'accepter et d'être bien avec soi-même, parce que nous sommes le plus beau cadeau pour nous. Parce qu'on est seul et on meurt seul. Alors, d'où vient l'importance d'être bien avec soi-même entre le départ et la fin? Tu fais une bonne transition parce que dans ton dernier album, justement, de 2019, tu vois, pour te célébrer tes 40 années de carrière, tu disais « L'amour a pris son temps ». Et quelque part, c'est ce que tu es en train de dire, ça prend le temps de s'aimer, en fait. Mais je me demandais aussi, finalement, si ce n'était pas aussi une façon de dire, pour que l'amour s'installe en nous, il faut énormément d'épreuves douloureuses. Est-ce que tu crois que c'est vrai, ça? Oui, oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, L'amour a pris son temps, cette chanson-là, c'est le thème d'un film pour enfants ici au Québec. Ça fait des années qu'elle est là, cette chanson-là. C'était le film La guerre des tucs, vraiment typiquement québécois. Et c'est un film à grand succès là, qui perdure à travers les années, et cette chanson-là aussi. Et c'est moi qui ai eu la chance de l'interpréter. Et l'album que j'ai sorti en 2019, ben, c'était comme une compilation de mes 40 ans de carrière. Alors, cela dit, oui, effectivement, je crois que quelqu'un qui n'a jamais vécu d'épreuve est quelqu'un de vide et non intéressant. Je pense qu'on apprend beaucoup de nos épreuves, d'en ressortir plus fort. Je trouve que notre contenu aussi, par la suite, devient beaucoup plus intéressant parce qu'on s'intéresse à savoir, oui, mais comment tu as fait pour t'en sortir? Comment, tu sais? Alors, moi, je pense que effectivement, on doit vivre beaucoup d'épreuves pour arriver à se connecter à soi-même, à une certaine spiritualité qui est saine. On ne parle pas de bon Dieu, mais une bonne spiritualité, de croire en arbre, de croire en la nature, de croire au ciel, en l'univers. C'est important, croire en quelque chose et de croire en soi surtout, de croire en notre pouvoir, en ce qu'on est capable d'accomplir, parce qu'on est tellement excellent pour se créer nos propres barrières. Alors, il faut savoir lever ces barrières-là. Et lorsqu'on reprend notre pouvoir, ben, on est capable de tout par la suite. Mais effectivement, je trouve que c'est après les épreuves qu'on réalise comment les petites choses du quotidien, les petits bonheurs au quotidien forment d'immenses bonheurs en bout de course. Et c'est ce qui fait qu'on apprécie le jour, la nuit, qu'on apprécie de voir ce qu'on aime, qu'on apprécie un bon vin, qu'on apprécie partager avec ceux que l'on aime, qu'on apprécie les balades, la nature, les fleurs, de s'émerveiller devant ces petites choses qui sont là, que l'on prend tellement pour acquis. Mais lorsqu'on regarde s'arrêter à une fleur, une petite pensée qui est comestible, en plus, et qu'on se dit, après un orage, une tempête de grêle. Au Québec, Dieu sait qu'on en vit là, toutes sortes d'intempéries au niveau de la température. Dame Nature est souvent en dépression par chez nous. Mais quand on voit ces belles petites fleurs s'émerveiller après la pluie, le beau temps, c'est fort. Et on vient de là. Et je trouve que la nature est là pour nous inspirer aussi.
Et c'est fascinant à travers nos hivers québécois, les moins 40, moins 45. C'est fou, là. Et comment la nature revient après chaque année, après chaque saison, refleurir, grandir davantage. C'est fascinant. Il ne faut jamais oublier qu'on vient de là. Et c'est ça qui est beau. Inspirons-nous de la nature. Je comprends pourquoi José Lavigueur marche tous les jours, fait des randonnées en forêt. C'est pour apprécier ça et se connecter davantage avec cette force qui est si magique, absolument magique, absolument puissante. C'est beau. Ouais, c'est beau parce que tu vois, justement, j'allais me poser une question par rapport à une chose dont tu m'as parlé. Je sais que tu as lu plusieurs fois le livre de Dan Millman, Les lois de l'esprit. Et effectivement, ça parle d'un père de famille qui vit à 1000 à l'heure, qui se perd dans sa marche dans la nature et qui découvre une vieille sage qui va lui apprendre les lois de l'équilibre. Et je me demandais, comment tu as réussi à garder l'équilibre dans ta vie pendant toutes ces années? Ben, je crois que l'arrivée de ma fille en 93 a tout changé. Parce qu'avant, j'étais déséquilibrée. Et c'est sa venue dans ce monde, dans ma vie, qui m'a poussée à devenir une mère, une femme responsable, un être humain, une citoyenne responsable. Parce que je voulais éviter le pire à ma fille. Là où moi, j'étais passée parce que mes parents n'ont pas pu m'aviser parce que c'était des sujets tabous. Alors moi, je me suis organisée pour que ce ne soit plus des sujets tabous, qu'on puisse maintenant le crier haut et fort que c'est criminel, que ça brise des vies. Alors, ma fille m'a amenée à cet équilibre, à cette recherche d'équilibre constante pour son bien-être et pour le mien. Et vraiment, c'était comme une synergie, un échange pour elle à son insu, mais moi, parfois consciemment et avec le temps, beaucoup plus consciemment. Mais oui, c'est ma fille et l'amour de la vie, l'amour de mon enfant qui m'a amené à cette quête d'équilibre. Je n'y suis pas arrivée à 100% parce que la perfection n'existe pas, mais je suis quand même très fière de l'équilibre que j'ai réussi à acquérir avec les années. Parce que j'aurais pu tomber dans le monde de la drogue, j'aurais pu tomber dans le monde de l'alcool, j'aurais pu tomber dans l'excès. Oui, j'ai eu des problèmes de poids, mais c'est un genre de refuge. J'ai longtemps eu la tête dans le sable, comme l'autruche. Puis j'osais pas me dire que je mangeais mes émotions, parce que pour moi, je n'avais pas d'émotions. Je savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire, des émotions. Tellement j'étais déconnectée. Mais aujourd'hui, je suis capable de le nommer, de le dire. Et c'est ma façon aussi de partager, d'aider, en partageant mon parcours, mes prises de conscience et qu'on arrive à un moment donné à un équilibre. On essaie, du moins, on fait de notre mieux. Puis c'est ça qui est important. Puis de se dire, la perfection n'existe pas, là. Puis la vie en rose non plus. Puis les licornes non plus, ils n'existent pas. Mais qu'est-ce qui existe? C'est qu'on est là, ici, dans le moment présent, puis qu'il faut profiter de chaque moment qui passe, puis de prendre soin de soi. Tu sais, ce qui est fou, c'est qu'en même temps que tu as parlé de tout ça, tu as rechangé de couleur et tu es redevenu la couleur du début en passant par la couleur violette. C'était incroyable. Cette émission est magique. Il y a des choses magiques qui s'y passent. Alors, pour finir l'émission, et donc Christophe Mahé servira un peu de témoin, tu vois, quand on dit « il est où le bonheur, il est où ?» Tu as quand même perdu un poids impressionnant avec une chirurgie bariatrique qui était quand même pas évidente. Et je trouve que c'est incroyable, tu en parles ouvertement. T'es toute neuve, en fait, maintenant, comme tu disais si bien la dernière fois, j'ai trouvé ça drôle. Mais tu vois, tu suis un peu ce mouvement, la body positive, un mouvement de libération, tu vois, des dictats de la beauté où on cherche un peu à aller dans le naturel. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cette conjonction entre tu perds du poids et tu lances ce magazine Simplement Bien avec Nathalie? C'est quoi cette phase de vie que tu commences là? Je pense on a souvent relié la beauté à la minceur. Et parce qu'on a grandi avec des modèles, des Beau Derek, des Brooke Shield de ce monde. Puis, tu sais, moi, c'était comme... Puis là, je voyais les hommes se pâmer devant ces femmes-là qui étaient
qui ont été refaites, on va se le dire. Alors, ce qui nous ont poussé à avoir de la difficulté à s'accepter. Donc, c'est dans la beauté et dans la minceur, ce qui est totalement faux. Je crois qu'on est à l'heure de casser ce moule de merde qui rend plusieurs personnes malades, qui nous amène à développer des troubles et des comportements alimentaires tels la boulimie, parce que j'ai été boulimique, telle l'anorexie, telle la phagie, tout ça. Et de prendre soin de soi, pas pour être plus beau ou plus belle dans son bikini ou dans son maillot de bain, mais bien pour la santé. Parce que moi, avant, je faisais 240 livres en kilos. Vous êtes beaucoup en kilos, c'est pas mal, je dirais 120 kilos, ça se peut. Alors, tu sais, je fais 5 pieds 4. Alors, je n'étais pas petite, pas parce que j'étais moins belle, mais parce que j'étais vraiment sur le point d'être diabétique. Sérieusement, et de me piquer de 2 à 3 fois par jour, parce que moi, ma maman, à 50 ans, elle a été déclarée diabétique, donc elle se piquait 2 fois à 3 fois par jour. Et j'étais sur le bord du cholestérol. On sait que le cholestérol, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour le cardio, puis on veut vivre, on veut profiter de la vie, c'est bien bon, des pâtes, des desserts, le pain, tout le kit, mais l'équilibre. Alors, moi, j'ai décidé de recevoir la chirurgie bariatrique parce que, pour ma santé, mais aussi parce que je revenais sur scène, parce que j'ai un lourd passé par rapport à mon physique qu'on me disait t'es grosse, alors que j'étais tout petite. Alors, j'ai développé des troubles alimentaires et je me disais, une chanteuse se doit d'être en forme. Pour chanter, il faut avoir un bon cardio et là où j'étais rendue avec mon poids, ça devenait difficile pour moi. Je réussis à faire des pirouettes parce que j'ai une bonne technique vocale. Mais j'aurais pu me détruire les cordes vocales à respirer puis à s'étouffer. Je veux dire, c'est pas sain. Et lorsque les gens payent pour venir te voir, tu te dois d'être au top de ta forme. C'est des pans qui sont un peu ingrats du milieu et on se met, comme je disais, on est bon pour se mettre de la pression. Mais aujourd'hui, j'ai envie de casser le moule de cette fausse perfection de la beauté. Puis que l'on prenne soin de soi, d'enlever le mot régime, diète, parce que la privation engendre la compulsion. Et donc, quand on dit, OK, je me mets à diète, automatiquement, psychologiquement, c'est OK, je peux plus manger de gâteau, je peux plus manger de pâtes, je peux plus manger de pommes frites, je peux plus manger de sauce, je peux plus. Et c'est là qu'on vient fou. Alors que le bonheur, il est là aussi, mais dans des petites quantités et de couper le gras, de tenter de se rééduquer de la meilleure façon pour vivre le plus longtemps possible et d'être en forme. L'activité physique en vieillissant, c'est important. Moi, lorsque j'avais mon surpoids, Luc, là, j'avais mal aux chevilles, j'avais mal aux genoux, j'avais mal dans le dos. Je me demandais pourquoi. Lorsque mon chirurgien, Michel Gagné, qui est une sommité en la matière de chirurgie bariatrique, m'a dit, Nathalie, le corps de l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme, l'ossature, le poids des os de notre squelette joue entre 4 et 6 livres. Alors, on comprend que quand on a 4 livres et demi d'ossature et qu'on rajoute, mettons, 238 livres de gras, on risque d'avoir des problèmes au niveau de nos articulations et de développer à long terme des problématiques et de se retrouver à marcher courbé plus on vieillit. Alors que le but dans la vie, notre cœur, c'est la première chose auquel on doit prendre soin. Alors, c'est important. Alors, c'est juste de reformuler un peu le modèle beauté que
ça ne s'arrête pas qu'au physique, mais à l'intérieur, puis d'être bien. Parce qu'il y en a qui sont à 250 livres, 300 livres, qui sont heureux, qui sont en forme, qui ont pas de problème de santé. C'est sûr qu'à long terme, oui, ça va se développer, on le sait, puis je suis pas scientifique, je suis pas médecin, j'ai jamais étudié là-dedans, mais on le sait, on nous l'a martelé, qu'une bonne alimentation méditerranéenne, que l'on puisse se gâter à l'occasion, prendre un gâteau, c'est plaisant. On peut pas se priver de tout dans la vie. Parce que il y a tellement de bonnes choses. Mais tout en optant pour l'équilibre puis dans le dosage des bonnes choses de la vie. Mais comment un fruit, c'est excellent pour la santé? Comment un légume grillé, bien apprêté, avec de l'huile d'olive, de l'ail, du sel, du poivre, les épices aujourd'hui qui nous sont préposées, qui nous sont proposées. Il y a tellement de belles façons de s'alimenter et de façon agréable et saine. Wow, tu sais, tout ça, faire découvrir tous ces aspects-là, mais surtout de le faire pour les bonnes raisons, puis pour l'amour de soi, la bienveillance et de s'accepter surtout tel que l'on est. Ça, c'est ce qui est le plus important, puis d'arrêter les jugements par rapport aux rondeurs. Parce que c'est assez, là. On est dans un carrefour de la vie où la pandémie a apporté ça aussi, tous ces éveils de conscience par rapport à l'enveloppe corporelle. On est beaucoup plus qu'une enveloppe corporelle. Nathalie, je crois qu'on a à peu près refait le monde tous les deux. On a chanté, on a dansé, on a rigolé. Il y a eu du goût, il y a eu des choses magiques. Tu as changé 2 fois de couleur. Je te remercie. J'ai passé un moment magnifique avec toi. Moi aussi, vraiment. Merci à toi, Luc. C'est très intéressant. Moi aussi, j'ai passé vraiment un beau moment magique.